Il était 20 heures, heure de Washington. L'ultimatum expirait. Et Donald Trump avait promis mot pour mot qu'une civilisation entière mourrait cette nuit-là. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la rhétorique politique, c'est ce qu'il a écrit, noir sur blanc, sur Truth Social, quelques heures avant la deadline. Une civilisation entière va mourir ce soir. Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas. Des mots que l'ambassadeur iranien à l'ONU, réuni en session d'urgence du Conseil de sécurité à New York, a immédiatement qualifiés d'irresponsables. Des mots qui ont fait trembler les marchés mondiaux, des mots qui ont fait se préparer les bunkers. Et puis, moins de 2 heures avant que la deadline ne tombe, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, quelque chose que personne dans les cercles du pouvoir à Washington, à Tel Aviv, à Riyad, n'avait vraiment anticipé. Donald Trump a cédé. Pas partiellement, pas sur un point accessoire, sur les 10 points du plan iranien, les 10 exigences que Téhéran portait depuis des semaines, les 10 conditions que l'administration américaine avait qualifiées de maximalistes, d'irréalistes, d'inacceptables. Trump les a acceptées comme base de négociation. Et dans les rues de Téhéran, les gens sont descendus fêter ce qu'ils appellent, sans ambiguïté, une victoire écrasante de l'Iran sur l'Amérique. Bienvenue sur WN Decrypt. Ce soir, on décrypte l'un des renversements diplomatiques les plus spectaculaires de l'histoire récente. Ce qui s'est passé dans les dernières 48 heures au Moyen-Orient va redéfinir les rapports de force pour les années à venir. Et pour rester informé de chaque développement de ce conflit en temps réel, abonnez-vous à WN Decrypt dès maintenant et activez les notifications. Parce que la prochaine phase de cette histoire s'écrit en ce moment même. Reprenons tout depuis le début. Pour comprendre l'ampleur de ce qui vient de se produire, il faut comprendre d'où on vient. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Epic Fury côté américain et l'opération Roaring Lion côté israélien. Des frappes massives et coordonnées sur Téhéran, Ispahan, Qom, Karaj et Kermanshah. Une campagne qui, dès ses premières heures, a décapité une large partie du commandement iranien. Le guide suprême Ali Khamenei, mort le 1er mars. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale Ali Shamkhani. Le ministre de la Défense Aziz Nassirzadeh. Et selon les médias iraniens, également la fille, le gendre et la petite-fille du guide suprême. 40 ans de régime des mollahs. Décapité en une nuit. Donald Trump avait défini ses objectifs clairement, détruire les capacités balistiques et militaires de l'Iran, empêcher l'accès à l'arme nucléaire et, à terme, renverser le régime. Il avait même avancé que les objectifs pourraient être atteints en 4 semaines. Mais voilà ce que Washington et Tel Aviv n'avaient pas anticipé. L'Iran ne s'est pas effondré. L'Iran a riposté, massivement. Dans les heures qui ont suivi les premières frappes, des centaines de drones et de missiles balistiques ont été lancés vers Israël, vers les bases militaires américaines en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. L'Iran a même touché la base britannique d'Akrotiri à Chypre, marquant ainsi la première frappe directe sur un sol européen depuis le début du conflit. Le 1er mars, le Hezbollah, au Liban, a ouvert un nouveau front contre Israël, forçant Tsahal à lancer une campagne terrestre dans le sud libanais. Et surtout, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Complètement. On a déjà analysé sur WN Decrypt ce que cette fermeture a représenté pour l'économie mondiale. Le Brent à $126 le baril, 17,8 millions de barils par jour perturbés. Plus de 150 navires ancrant à l'extérieur du détroit, refusant de risquer la traversée. L'Agence internationale de l'énergie a sorti la plus grande libération de réserves stratégiques de l'histoire. 400 millions de barils. Ça n'a pas suffi. Rien ne pouvait suffire tant que le détroit restait fermé. Et c'est là que le conflit a vraiment commencé à changer de visage. Côté américain, la stratégie militaire s'est intensifiée au fil des semaines.
Le 17 mars, le CENTCOM annonçait l'utilisation pour la première fois en combat de la GBU-72, une bombe perforante de 5000 livres capable de traverser des mètres de roches et de béton pour détruire les bunkers souterrains iraniens qui abritaient les lanceurs de missiles anti-navires. Une frappe historique, technique, chirurgicale. Mais l'Iran ne s'est toujours pas plié. Le 21 mars, Trump a menacé de cibler les infrastructures énergétiques civiles iraniennes si le détroit n'était pas rouvert. Le 30 mars, il a étendu ses menaces Italian-Assers à l'île de Karg, le terminal qui concentre la quasi-totalité des exportations pétrolières iraniennes ainsi qu'aux usines de dessalement. Selon Britannica, le conflit commercial et maritime autour du détroit d'Ormuz était désormais décrit comme la plus grande perturbation d'approvisionnement mondial depuis la crise énergétique des années 1970. Et l'Iran continuait d'envoyer des missiles sur Israël. Selon Euronews, après un pic à environ 90 missiles lors du premier jour de la guerre, le rythme s'était stabilisé autour de 10 à 15 missiles par jour. Début avril, les Houthis du Yémen ont ouvert un nouveau front, tirant des missiles Qelebndesh et des drones vers Israël à partir du 28 mars, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à un conflit déjà tentaculaire. Et puis est arrivée la semaine du 7 avril. Abonnez-vous à WN Decrypt. Si ce n'est pas encore fait, activez les notifications et partagez cette vidéo. Parce que ce qui s'est passé lors de cette semaine, c'est l'histoire en train de s'écrire devant nous. Trump avait fixé un ultimatum au 7 avril, 20h, heure de Washington. Soit l'Iran acceptait de rouvrir le détroit d'Ormuz et de négocier, soit les États-Unis déclencheraient des frappes massives sur les ponts, les centrales électriques et les infrastructures civiles iraniennes. La rhétorique était au paroxysme. Toute une civilisation va mourir ce soir. Voilà ce qu'il a écrit. Le matin du 7 avril, des frappes ont encore eu lieu. 2 ponts iraniens, une gare ferroviaire, des complexes pétrochimiques à Machar et à Salouye. Selon Fortune, Israël a frappé des ponts et des voies ferrées, tandis que les États-Unis ciblaient des infrastructures militaires sur l'île de Karg. Mais dans les coulisses, une diplomatie frénétique était à l'œuvre. Le Pakistan, pays doté de l'arme nucléaire, entretenant des relations avec les deux camps, avait endossé le rôle de médiateur. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a posté sur X une demande solennelle à Trump de prolonger le délai de 2 semaines. Simultanément, selon CNN, la Chine jouait un rôle crucial en coulisses, poussant l'Iran à accepter l'ouverture du détroit. La Russie était également impliquée dans les négociations indirectes. Et à moins de 2 heures de l'expiration de l'ultimatum, Trump a publié son message sur Truth Social. Écoutons exactement ce qu'il a dit. Je cite « Sur la base des conversations avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Mounir du Pakistan, et parce qu'ils m'ont demandé de retenir la force destructrice envoyée ce soir en Iran, et sous réserve que la République islamique d'Iran accepte l'ouverture complète, immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz, j'accepte de suspendre les bombardements et l'attaque de l'Iran pour une période de 2 semaines. Ce sera un cessez-le-feu des 2 côtés. La raison pour laquelle je le fais est que nous avons déjà atteint et dépassé tous les objectifs militaires et que nous sommes très avancés dans la conclusion d'un accord définitif concernant la paix à long terme avec l'Iran et la paix au Moyen-Orient. Nous avons reçu une proposition en 10 points de l'Iran et pensons qu'elle constitue une base de travail sur laquelle négocier. Fin de citation. Une base de travail sur laquelle négocier. Les 10 points de l'Iran. Reprenons ce que sont ces 10 points. Ce sont les conditions que Téhéran portait depuis le début du conflit. Ce sont les exigences que l'administration Trump avait qualifiées de maximalistes. La liste complète, telle que rapportée par le Conseil suprême de sécurité nationale iranien, comprend un engagement de non-agression contre l'Iran, le Hezbollah, les Houthis et les groupes chiites irakiens affiliés à l'Iran,
le maintien du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, l'acceptation du droit iranien à l'enrichissement de l'uranium, la levée de toutes les sanctions primaires et secondaires contre l'Iran, la fin de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et du Conseil des gouverneurs de l'AIEA visant l'Iran, le versement de réparations à l'Iran, le retrait de toutes les forces de combat américaines de la région, l'arrêt de la guerre sur tous les fronts, y compris contre le Hezbollah au Liban. Ce sont ces 10 points, ce sont ces exigences, et Trump a dit qu'elles constituent une base de travail. Il a même ajouté, et là, c'est crucial, je cite à nouveau son message, « Presque tous les divers points de désaccord passés ont déjà été convenus entre les États-Unis et l'Iran, mais une période de 2 semaines permettra de finaliser et de conclure l'accord. » Fin de citation. Presque tous les points déjà convenus. Ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas une extrapolation, c'est ce que Trump lui-même a écrit. Et du côté iranien, la réponse a été immédiate. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a publié une déclaration au nom du Conseil suprême de sécurité nationale. Je cite, en réponse à la demande fraternelle de Sharif dans son tweet, et considérant la demande des États-Unis de négocier sur la base de leurs propositions en 15 points, ainsi que l'annonce par Trump d'accepter le cadre général de la proposition iranienne en 10 points, comme base de négociation, je déclare, au nom du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, que si les attaques contre l'Iran sont stoppées, nos forces armées puissantes cesseront leurs opérations défensives pour une période de 2 semaines. Un passage sécurisé dans le détroit d'Ormuz sera possible via une coordination avec les forces armées iraniennes et dans le respect des contraintes techniques. Fin de citation. La coordination avec les forces armées iraniennes. Ce n'est pas une réouverture libre, c'est une réouverture sous contrôle iranien, avec, selon plusieurs médias iraniens et la déclaration du Conseil suprême, des frais de passage de 2 millions de dollars par navire. L'Iran ne contrôlait pas le détroit avant la guerre. L'Iran le contrôle maintenant, officiellement, avec la bénédiction implicite d'un accord bâti sur ses propres termes. Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien n'a pas été discret sur son interprétation des événements. Sa déclaration officielle parle d'une défaite historique et écrasante pour l'ennemi. Je cite, « L'Iran a remporté une grande victoire et forcé l'Amérique criminelle à accepter son plan en 10 points. » Fin de citation. Les médias d'État iraniens parlaient de victoire. Dans les rues de Téhéran, les gens célébraient. Les mêmes représentant Trump en fuite ont inondé les réseaux sociaux iraniens. Et, en Israël, selon des sources israéliennes rapportées par les médias locaux, le gouvernement Netanyahou a déclaré avoir été surpris par la décision de Trump. Les responsables israéliens auraient été informés dans les dernières minutes alors que tout semblait finalisé pour une frappe massive. Israël a officiellement soutenu la décision, tout en précisant que le Liban n'était pas inclus dans le cessez-le-feu, contredisant directement le Premier ministre pakistanais, Sharif, qui avait annoncé un arrêt des hostilités partout, y compris au Liban. Cette contradiction n'est pas anodine. Elle révèle les failles déjà visibles dans la construction du cessez-le-feu. Le vice-président américain J.D. Vance, interrogé par l'agence AFP, a lui-même qualifié l'accord de trêve fragile. Arrêtons-nous sur la mécanique de ce revirement. Comment en est-on arrivé là? Trump avait fixé pas moins de 4 ou 5 délais depuis le début du conflit, qu'il avait systématiquement prolongés juste avant leur expiration, chaque fois une nouvelle menace, chaque fois une nouvelle extension. Les observateurs israéliens, selon PBS News, avaient commencé à spéculer, avant même l'expiration du dernier ultimatum, que Trump cherchait une porte de sortie. La porte, c'est le Pakistan qui l'a ouverte. Islamabad entretient des relations diplomatiques de complexes avec les deux camps. Le Premier ministre Sharif avait organisé des rencontres séparées avec des responsables américains et iraniens dans les jours précédant la deadline.
et c'est lui qui a fourni l'architecture d'une sortie de crise en proposant 2 semaines de trêve. Selon CNN, la Chine a exercé une pression significative sur Téhéran pour accepter la réouverture du détroit, condition sine qua non posée par Trump. La Russie était également présente dans les négociations en coulisses, selon plusieurs sources. Ajoutons à cela un facteur géopolitique que peu d'analystes ont souligné. Peu avant l'annonce du cessez-le-feu, la Russie et la Chine avaient bloqué, selon Britannica, une résolution des Nations Unies demandant la réouverture du détroit d'Ormuz. En d'autres termes, les 2 grandes puissances avaient refusé de condamner l'Iran au niveau international, mais ont accepté de pousser Téhéran vers la table des négociations dans le cadre bilatéral. Une distinction qui en dit long sur leur rôle de pivot dans ce conflit. La prochaine étape annoncée, c'est Islamabad. Le Premier ministre Sharif a invité les 2 délégations à se retrouver vendredi 10 avril pour finaliser les termes d'un accord définitif. L'objectif affiché est de transformer ce cessez-le-feu de 2 semaines en une paix durable. Mais voilà ce que vous devez comprendre. Un cessez-le-feu n'est pas la paix. Et les 15 points que les États-Unis avaient mis sur la table, ceux qui incluaient le démantèlement du programme nucléaire iranien, la limitation des missiles, la dissolution des groupes de milices régionales comme le Hezbollah et les Houthis, ces 15 points, l'Iran les a rejetés. Le plan iranien, lui, ne contient aucun engagement sur le nucléaire. C'est une absence remarquée par tous les analystes. Alex Vatanka, directeur du programme Iran au Middle East Institute, a déclaré à ce National que malgré des différences significatives entre les positions américaines et iraniennes, il existait un potentiel d'accord, notamment sur un cessez-le-feu permanent. Je cite sa formulation « On a une fenêtre ici pour éviter le désastre, et on était vraiment très près du désastre. » Fin de citation. Mais il reconnaît également que les positions de départ restent très éloignées. Trita Parsi, expert reconnu de la politique iranienne, a indiqué à Al Jazeera que les pourparlers d'Islamabad pourraient échouer, mais que le terrain avait changé, et c'est là le cœur du problème. Oui, le terrain a changé. Mais dans quel sens? Résumons froidement ce qui s'est passé en 40 jours de guerre. Les États-Unis et Israël ont lancé l'opération la plus ambitieuse de la région depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Ils ont éliminé Ali Khamenei et une grande partie du haut commandement iranien. Ils ont détruit des capacités militaires significatives, des sites nucléaires, des infrastructures de défense. Ils ont frappé des ponts, des installations pétrolières, un complexe d'aluminium en Irak, des complexes pétrochimiques, des usines de dessalement. Ils ont utilisé la GBU-72, leur bombe anti-bunker la plus avancée, pour détruire des sites enterrés dans les montagnes. Et à la fin de tout ça, selon l'accord annoncé, l'Iran conserve son droit à l'enrichissement de l'uranium, maintient son contrôle sur le détroit d'Ormuz, obtient la levée des sanctions, reçoit des compensations, voit les forces américaines quitter la région et peut continuer à soutenir ses alliés régionaux comme le Hezbollah et les Houthis. C'est le résultat qui est sur la table. Ce n'est pas WN Decrypt qui l'interprète ainsi. C'est ce que dit le texte des accords, point par point. Trump, lui, appelle ça une victoire totale et complète. Il a dit à un journaliste qui lui demandait si c'était une victoire, et je cite « totale et complète ». Fin de citation. La réalité diplomatique et le discours politique, comme souvent, sont 2 choses très différentes. Ce qu'il faut surveiller dans les 2 semaines à venir, c'est plusieurs choses simultanément. D'abord, la solidité du cessez-le-feu lui-même. Dans les minutes qui ont suivi l'annonce, selon le transcript que nous avons analysé, des missiles balistiques iraniens ont été détectés vers Israël. Les Émirats arabes unis auraient signalé des drones iraniens continuant de les cibler. Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a lui-même rappelé que « nos mains restent sur la gâchette et le moindre écart de l'ennemi
sera répondue avec une force totale. Ce n'est pas le langage d'une paix définitive. Ensuite, le statut du Liban. Israël dit que le Liban n'est pas couvert par le cessez-le-feu. Le Pakistan dit que oui. Les États-Unis n'ont pas tranché. Le Hezbollah continue de tirer. Tsahal continue de frapper. Ce front reste actif. Ensuite, les négociations d'Islamabad elles-mêmes. La question nucléaire n'est pas résolue. La IEA avait noté en février 2026 que l'Iran avait refusé tout accès à ces sites depuis la guerre de 2025 et que le pays enrichissait désormais l'uranium à des niveaux jamais atteints. Si les négociations n'aboutissant pas à des garanties contraignantes sur le nucléaire, le cessez-le-feu de 2 semaines aura simplement repoussé le problème. Enfin, le positionnement des acteurs régionaux. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, qui croyaient tous être engagés dans une coalition visant à éradiquer la menace iranienne, vont-ils accepter un accord où l'Iran sort renforcé? La pression pour briser ce cessez-le-feu sera immense. Voilà où nous en sommes ce 8 avril 2026. Un cessez-le-feu de 2 semaines. Des négociations en cours à Islamabad. Saint-Soutin. L'Iran célébrant ce qu'il appelle une victoire historique. Les États-Unis affirmant avoir rempli leurs objectifs militaires. Israël surpris et inquiet. Les marchés qui remontent. Le prix du pétrole qui recule. Et quelque part, la question fondamentale reste entière. Est-ce que la diplomatie peut maintenant produire ce que 40 jours de guerre n'ont pas réussi à imposer? Ce cessez-le-feu n'est pas la fin. C'est peut-être le début de la phase la plus dangereuse, parce que les 2 semaines à venir vont soit ouvrir la voie à un accord historique, soit voir l'ensemble de l'édifice s'effondrer. Et dans les 2 cas, les conséquences pour le Moyen-Orient, pour l'économie mondiale, pour l'équilibre des puissances, seront profondes et durables. WN Decrypt sera là pour couvrir chaque développement, chaque renversement, chaque déclaration qui compte. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Activez les notifications, partagez cette vidéo autour de vous. Parce que les prochains jours vont être déterminants et vous devez être informé avant tout le monde. On se retrouve très vite pour la suite. Ne manquez rien.